Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour essayer de parler d'un sujet qu'on nous a demandé énormément de fois ces derniers temps, à savoir d'essayer de comparer en fait tout simplement Ethereum et Cardano. On a eu une poussée énorme en fait de Cardano depuis ces derniers mois, hein. Je pense que vous en avez forcément entendu parler. Il y a beaucoup de débutants qui nous rejoignent aussi sur la chaîne, donc l'idée de cette vidéo c'est pas de mettre notre maillot en fait de supporter et de dire Cardano c'est le meilleur, Ethereum c'est de la merde ou l'inverse. Voilà, l'objectif là de cette vidéo c'est de prendre du recul vis-à-vis de ce qui se passe, d'essayer d'avoir une vision objective. Moi je vais essayer de vous donner des données, je vais essayer de vous donner des informations pour que vous puissiez prendre votre propre décision, et je serai pas là pour vous dire voilà celui-là il est meilleur, celui-là il est moins bien. Je vais essayer de terminer quand même cette vidéo pour donner mon point de vue, parce que voilà, on me demande souvent mon point de vue et ce que je pense de tout ça, donc je vous donnerai mon point de vue et puis éventuellement voilà ma vision potentielle du marché. Donc vous le connaissez sans doute, hein, Cardano il a énormément poussé ces derniers temps. Au fur et à mesure de la vidéo, de toute façon je vous mettrai les images à l'écran, hein, parce qu'au départ je voulais faire un PowerPoint, mais c'est vrai que quelquefois ça devient assez compliqué à suivre et à voir les informations, donc je vous mettrai de toute façon à chaque fois que je parlerai, dès qu'il y a des choses intéressantes, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Donc vous le savez, hein, ces derniers temps il y a eu une énorme poussée en fait de Cardano avec toutes les problématiques qu'on a aujourd'hui sur la blockchain Ethereum, et donc c'est vrai qu'on en entend parler quand même de plus en plus. Donc au niveau de la dominance, on voit que Cardano a pas mal évolué. Alors Cardano avec sa crypto-monnaie qui s'appelle ADA, et Ethereum avec l'Ether, hein, notamment. Donc il y a la plateforme et puis il y a le coin de la plateforme. Donc là en l'occurrence, à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo, peut-être qu'au moment où vous allez la visionner, les données vont avoir un petit peu changé, mais c'est pour avoir une vision un peu plus objective de tout ça. En moyenne, hein, là le BTC, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est sur 62% de dominance. Pour l'Ether, on est à 11,89, et puis pour le Cardano, on est à peu près à 2,97, donc à peu près 3%, alors qu'il y a quelques mois, on était même en deçà de 1%. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment une montée en flèche de Cardano, et donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de questions sur finalement, voilà, qu'est-ce qui se passe sur le marché, est-ce qu'aujourd'hui il vaut mieux investir sur ADA, donc sur le projet Cardano, est-ce qu'il vaut mieux aller sur l'Ethereum avec tout ce qui se passe. Voilà, je vais essayer de vous présenter ça de la manière un peu plus objective. Donc déjà, si on prend du côté de la team de développement, donc au niveau vraiment des développeurs du projet, on a d'un côté Ethereum qui est quand même la plateforme qui a la plus grande communauté de développeurs dans tout l'écosystème crypto. Ça fait plus de 5 ans qu'ils opèrent en essayant de développer cette plateforme-là. Et il y a clairement 4 fois plus, aujourd'hui je vais vous montrer des chiffres, mais si on devait faire une moyenne, il y a à peu près 4 fois plus aujourd'hui de développeurs sur Ethereum que sur la plupart des autres projets qu'on peut retrouver dans tout l'écosystème. Cardano, par contre, avec justement Charles Hoskinson qui est à la tête du projet, on a à peu près 40 développeurs sur ce projet à l'heure actuelle. Voilà. Donc on a vraiment la distinction. Je vous mettrai là juste en dessous de la vidéo, vous verrez, je vous mettrai tous les liens, hein, de toute façon, pour que vous puissiez voir tout ça. Mais là à l'écran, normalement, vous devez voir une courbe qui vous présente en fait, qui a été faite par Electric Capital et qui vous montre le nombre de développeurs qu'on a en fonction des différentes blockchains. Et on voit clairement que Ethereum, Polkadot, Cosmos, en fait, clairement, c'est les écosystèmes qui ont le plus de développeurs, qui contribuent le plus à la création et le développement en fait des écosystèmes. Et on voit qu'on a eu une poussée également de Cardano ces derniers temps. Mais clairement, par rapport à tous les autres projets qui existent aujourd'hui et de très loin, on a Ethereum qui est vraiment devant tout le monde. Donc Charles Hoskinson, j'aime bien comment il présente un petit peu aussi son projet, comment il le pitch, et il le présente de cette manière. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les blockchains de première génération, si je puis dire, comme par exemple Bitcoin, qui aujourd'hui on voit s'adapte et est de plus en plus utilisé comme étant un moyen de réserve de valeur. On vous en a parlé à de très nombreuses reprises, ou du moins c'est comme ça que c'est vu par le marché. Vous avez les crypto-monnaies et les blockchains de seconde génération, comme par exemple Ethereum, où là on a tout un tas de nouvelles applications, notamment la mise en place des smart contracts avec les applications décentralisées. Et puis Charles Hoskinson, du coup, a développé une troisième type de blockchain, une blockchain qu'il appelle de troisième génération, avec tout l'écosystème Cardano qui permettrait de faire vraiment tout en un. C'est-à-dire que à plus long terme, l'objectif de Cardano et la vision en tout cas qu'a Charles Hoskinson, c'est d'avoir tout ce qui existe aujourd'hui qu'on pourrait implémenter, c'est-à-dire le côté réserve de valeur, le côté smart contract, même le côté notamment Oracle qu'on peut retrouver avec Chainlink. Il aimerait l'implémenter et le développer sur Cardano. Donc c'est pour ça que selon lui, voilà, on est plutôt sur une blockchain de troisième génération qui est différente de celles que je viens de vous expliquer, qui sont Bitcoin et Ethereum.
C'est important aussi, hein, quand on parle d'Ethereum et de Cardano, d'avoir la vision un petit peu de ce qui se passe en arrière-plan. Notamment, il faut savoir que Ethereum, ça fait maintenant plus de 5 ans hein, qu'il développe notamment tout ce qui est lié aux contrats intelligents, aux applications décentralisées, donc les dApps, qu'on vous parle énormément sur cette chaîne. Et de l'autre côté, vous avez quand même Cardano, qui est beaucoup plus récent dans l'écosystème. Ils viennent juste, à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo, de lancer la mise à jour qui s'appelle Gaugen et qui permet de mettre en place tout ce qui est lié aux contrats intelligents. Donc c'est quand même beaucoup plus récent sur Cardano que sur Ethereum. Donc pour rappel, hein, je vous mettrai une frise également à l'écran. Sur Cardano, il y a 5 grandes phases. La première, c'est Byron, qui permet de créer toute la fondation et tout l'écosystème en fait lié à Cardano. Donc là, c'est vraiment toute l'exosquelette en fait de Cardano, la structure de Cardano. Ensuite, vous aviez Shelley. Vous avez fait une vidéo à l'époque qui parlait de Shelley et tout ce qui permet la décentralisation de l'écosystème avec l'arrivée du staking notamment. Ensuite, on a Gaugen que je viens de vous parler avec la mise en place des contrats intelligents. Donc ça, c'est beaucoup plus récent. Et après, on va avoir le scaling. Donc le scaling, la montée en échelle du protocole pour qu'on puisse notamment faire beaucoup plus de transactions à la seconde, qu'on puisse accueillir beaucoup plus d'applications décentralisées, qu'il y ait, si possible, plus d'entreprises qui rejoignent l'écosystème avec plus de développeurs, etc., etc. Jouer en réalité sur l'effet réseau et la loi de Metcalfe, qu'on vous a déjà évoqué aussi à plusieurs reprises sur cette chaîne. Et puis le dernier volet, c'était Voltaire également pour tout ce qui est lié à la gouvernance du protocole pour éviter les problématiques qu'on a pu avoir notamment avec les hard forks hein, qu'on a pu voir sur Bitcoin. Principalement avec Bitcoin Cash, Bitcoin SV, etc. En fait, à partir du moment où il y a des problématiques liées aux prises de décision sur un protocole, quand il y a des soucis au niveau de la gouvernance, en effet, on peut avoir des soft forks ou des hard forks. Bref, là, en tous les cas, ça va être plutôt au niveau de Voltaire que ça va se voir. Maintenant, quand on va parler de scalabilité, et notamment de vitesse de transaction et de validation des transactions, il y a plusieurs informations que je serai capable de vous donner, principalement sur Ethereum 1.0. On sait qu'aujourd'hui, on est sur à peu près, c'est toujours une moyenne hein, que je vous donne, on est sur à peu près 15 transactions par seconde. Donc c'est quand même relativement faible pour une scalabilité à très haute échelle en réalité. Et puis Ethereum 2.0 d'un point de vue théorique, alors il y a tout un tas de tests qui ont été faits. Il faut savoir que ça fait maintenant à peu près 5 ans hein, de toute façon qui préparent cette transition-là. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dessus. Il y a des gens brillants qui préparent cette transition. Et voilà, d'un point de vue théorique, ils planifient à peu près d'être à 100 000 transactions par seconde, ce qui permettrait d'avoir un gain considérable. Et aujourd'hui, donc Cardano dit que actuellement sur l'écosystème, on est capable de faire plus de 100 transactions par seconde. Avec l'arrivée des autres mises à jour, et notamment celle que j'ai évoquée un petit peu plus tôt, qui s'appelle Basho, on pourrait avoir une scalabilité qui serait encore plus importante. Mais pour l'instant, ça reste plutôt de l'ordre de la théorie, entre guillemets, comme Ethereum 2.0 de toute façon, puisque pour l'instant, on ne l'a pas encore créé. On est toujours dans ces deux protocoles-là sur aujourd'hui de l'exploratoire. Hein. On le crée au fur et à mesure, et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de savoir si en effet, il y en a un qui va fonctionner et l'autre qui ne va pas fonctionner. Ce que je regrette en fait aujourd'hui, et puis même dans l'écosystème crypto, et c'est d'ailleurs pour ça que je tenais vraiment à faire cette vidéo, c'est qu'on a beaucoup en fait de débutants souvent qui commencent à dire ce projet-là il est meilleur, les autres c'est tout de la merde, ou c'est 100% Ethereum et puis pas forcément Cardano. Moi je reste quand même très mitigé, puisqu'aujourd'hui on est vraiment en train de créer et de développer des écosystèmes qui n'ont jamais pu être créés depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc bien malin est celui qui pourra prédire l'avenir. Alors certes, il y a une vision, on peut avoir une conviction personnelle, et c'est d'ailleurs comme ça que les écosystèmes en fait ont pu se développer jusqu'à présent. S'il n'y avait pas eu par exemple pour Bitcoin des personnes qui croyaient dur comme fer à l'écosystème, on n'en serait pas là aujourd'hui en fait. Donc c'est ça aussi que je veux dire, mais il faut aussi prendre du recul, et c'est ce que je dirais de toute façon à la fin aussi, c'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire et d'être sûr à 100% de vos décisions. Il faut vraiment essayer de prendre du recul et d'analyser principalement les chiffres. Donc également, ce que je voulais rajouter sur Ethereum, c'est qu'il y en a beaucoup en fait qui parlent d'Ethereum mais qui ne comprennent clairement pas en fait ce qu'est Ethereum. Donc principalement Ethereum, c'est deux choses. C'est une blockchain qui peut enregistrer les transactions, ça c'est une première chose. Et ensuite, on entend souvent virtual machine, donc une machine virtuelle qui peut produire tout simplement des contrats intelligents. Alors les smart contracts ou les contrats intelligents, c'est tout simplement tout ce qui permet de créer les applications décentralisées. On sait aujourd'hui que les applications décentralisées et la majorité des applications décentralisées, c'est sur la blockchain Ethereum qu'on les retrouve. Est-ce que ça sera encore le cas dans les années à venir ? Personne ne le sait. En tout cas, aujourd'hui, il y a quand même un monopole
et une hégémonie qu'on peut retrouver du côté d'Ethereum et qu'on ne retrouve pas aujourd'hui de la part, du côté de Cardano. Donc, comme par exemple la plupart des applications décentralisées, notamment au niveau de la DeFi, voilà, la DeFi aujourd'hui, même s'il y a certains écosystèmes qui commencent un petit peu à émerger, on le voit par exemple avec Polkadot, on voit certaines applications qui commencent à apparaître aussi sur Cardano, mais voilà, l'écrasante majorité aujourd'hui, ça se retrouve quand même sur Ethereum. En plus de ça, sur Ethereum, vous avez le standard qui s'appelle l'ERC20, donc comme je viens de le dire, hein, c'est un standard qui a permis notamment de faire tout un tas de création de projets. Notamment en 2017, on a eu plein d'arnaques qui ont pu être créées par rapport à ça, des personnes qui pouvaient lever des fonds quelquefois extraordinaires simplement en mettant dans leur white paper le fait qu'ils développaient un écosystème blockchain, c'était le mot magique en 2017. Et donc voilà, en fait, ERC20, c'est simplement un standard, tout un tas de fonctionnalités qui sont liées de près ou de loin à l'écosystème Ethereum et qui permet en fait de créer comme ça et beaucoup plus facilement de nouveaux projets sur l'écosystème crypto. Voilà, c'est de manière plus simple, c'est comme ça vraiment que je pourrais le présenter. Et d'ailleurs, il y a des très gros projets qui ont pu être développés sur Ethereum et qui étaient des tokens ERC20. On peut citer par exemple Binance Coin. Maintenant, ils ont leur propre blockchain, mais à l'époque, c'était un token ERC20. On a aussi la plupart des stablecoins, par exemple le Tether, donc l'USDT, on a l'USDC de Coinbase, c'est pareil, c'est des tokens ERC20. On a tout ce qui va être DAI, etc. Bref, il y a tout un tas aujourd'hui de tokens ERC20. On vous en a déjà présenté à de très nombreuses reprises. Il y a aussi Augur, qui est un token ERC20. Aujourd'hui, on va dire, si on enlève Ethereum et BTC, on enlève à peu près 95% de tout l'écosystème crypto, quoi. C'est à peu près ça pour montrer la grosseur et les parts de marché qu'ont aujourd'hui pris ces deux écosystèmes-là. Donc aujourd'hui, si on prend vraiment tout ça, c'est vrai que Cardano, c'est une toute petite part de l'écosystème. Je dis pas que c'est pas prometteur, je dis pas que c'est pas amené à se développer, mais en tout cas, voilà, il faut quand même prendre aussi en perspective tout ce qui se passe et pas simplement, comme à chaque fois, sortir son maillot de foot en disant voilà, c'est génial, mon projet c'est le meilleur, le tien c'est de la merde, quoi, clairement. Parce qu'on voit beaucoup trop de ça et je trouve que c'est quand même dommage. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir non plus que Ethereum a tout un tas de problématiques. Pour tous ceux qui ont déjà essayé d'utiliser les applications décentralisées sur Ethereum, voilà, aujourd'hui ça reste quand même très compliqué, c'est lent, les frais sont extrêmement élevés. Alors il y a des avantages, ça veut dire qu'aussi c'est une blockchain et la plupart des applications sont extrêmement utilisées, parce que forcément si on a des frais élevés et des temps de transaction qui sont longs, ça veut dire qu'il y a de la demande et que machinalement c'est des produits qui intéressent. Sauf que, en fait, Ethereum est quand même victime de son propre succès, dans le sens où, en effet, après, ça devient inutilisable, quoi. En termes d'expérience, entre guillemets, utilisateur, ça devient quand même très compliqué. Pour tous ceux qui ont déjà essayé d'utiliser des protocoles liés sur la DeFi, par exemple sur Uniswap, participer à des pools de liquidité ou faire simplement des swaps, quand vous devez faire un swap à 100 € et que vous devez payer 50 € de frais, ça fait très mal et surtout on n'a pas envie de le faire. Donc c'est pour ça qu'en ce moment aussi on a eu l'explosion de la Binance Smart Chain, avec tout un nouvel écosystème lié à Binance qui a su surfer sur la vague et on a tout un tas aujourd'hui d'autres protocoles qui essayent de surfer sur ces problématiques liées à Ethereum pour développer et faire de la publicité un peu sur leur propre écosystème. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi sur cet aspect-là qui, au premier abord, en effet, quand vous l'utilisez et quand vous essayez les protocoles, notamment de la DeFi, en termes d'expérience utilisateur, c'est vraiment pas top. Par contre, ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de demandes et que cette blockchain, elle est utilisée, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il y a tout un tas aujourd'hui de protocoles et on peut citer en effet Cardano, on peut citer Polkadot, etc. qui en effet ont aujourd'hui pas ces problématiques-là parce qu'elles ne sont pas encore autant utilisées qu'Ethereum. Ça ne veut pas dire que dans les temps à venir, elles ne sont pas prometteuses, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas amenées à se développer ou prendre une partie de l'écosystème auquel aujourd'hui Ethereum essaye de s'attaquer. Mais je veux dire, on ne peut pas comparer un écosystème qui est à son niveau, entre guillemets, 10, qui a plusieurs années d'expérience là-dedans, qui a pris et qui a un nombre d'utilisateurs de 100 000, 300 000, plusieurs millions, ou un autre écosystème qui a à peine 2 ans, qui vient juste de se développer et pour lesquels on n'a pas encore eu toutes ces problématiques
problématiques liées à la scalabilité. Voilà, c'est vraiment ça aussi que je voulais évoquer dans cette vidéo et auquel il faut vraiment faire attention. Donc vous le savez, pour pouvoir passer d'Ethereum 1.0 à 2.0, il y a tout un tas de mises à jour qui seront mises en place. Et il y a notamment un changement de méthode de consensus qui va être mis en place. On va passer du Proof of Work, donc du mining qui est utilisé aujourd'hui sur Bitcoin, vers le Proof of Stake, donc le staking. On va pouvoir, à partir de 32 Ethers, valider avec ces 32 Ethers, on va pouvoir valider les transactions et être rémunéré pour justement valider les transactions et sécuriser le réseau. Donc ça, en effet, ça permettrait, au-delà de toutes les autres mises à jour qui seraient mises en place, de permettre aujourd'hui à Ethereum d'avoir une scalabilité beaucoup plus importante et une meilleure aussi décentralisation. Clairement, moi, il y a une mise à jour que j'attends énormément sur Ethereum 2.0 principalement, ça va être l'EIP 1559. Donc ça, c'est une mise à jour assez spécifique et je vous invite vraiment à aller la creuser, puisque en gros, dans cette mise à jour-là, on a souvent jeté la pierre en fait sur Ethereum en disant que il n'y avait aucun hard cap, c'est-à-dire qu'on sait que Bitcoin, par exemple, on est limité à 21 millions. Pour Ethereum, machinalement, en fait, il n'y a pas de limite. Et donc ça a été quelque chose qui a pesé en fait sur la croissance et le développement d'Ethereum. Et en fait, à travers cette mise à jour, alors il y a tout un tas de mises à jour qui seront mises avec, mais notamment dans l'EIP 1559, on va rendre notamment Ethereum en monnaie déflationniste, dans le sens où on brûlerait une partie des Ethers qui seraient utilisés pour faire des transactions et payer les frais de transaction. On les brûlerait directement, ce qui rendrait en fait le coin complètement déflationniste. On brûlerait plus de coins qu'il y en aurait en fait de mis en circulation. Donc là où tous les jours, toutes les 10 minutes, on a des bitcoins qui seront mis en circulation, donc voilà, tous les 4 ans, on a un halving et on a une diminution du nombre de bitcoins qui seront mis en circulation jusqu'à atteindre un 21 millions de bitcoins, et à partir de là, il n'y en aura pas un de plus. Pour Ethereum, aujourd'hui, on est à peu près à 114 millions. Avec l'arrivée d'Ethereum 2.0 et avec l'arrivée de cette mise à jour, il y aurait une partie des frais de transaction qui seraient payés en Ether, qui seraient directement pris pour être brûlés, ce qu'on appelle le token burn. Donc il serait mis de côté, il serait brûlé, et en fait on aurait beaucoup moins d'Ether qui seraient mis en circulation via l'implémentation du staking, donc des personnes qui auraient 32 Ethers et qui utiliseraient le staking pour valider les transactions. En fait, les Ethers qui seraient mis en circulation de cet aspect-là seraient beaucoup plus faibles par rapport à ceux qui seraient burn de l'autre côté, avec notamment l'EIP 1559. Donc ça, c'est juste énorme, c'est-à-dire que si vraiment on implémente ça, on serait vers vraiment quelque chose, pour moi, qui serait game changer sur tout l'écosystème crypto, et donc on augmenterait forcément la rareté de l'Ether, on augmenterait aussi son côté désirable, c'est-à-dire que forcément s'il est plus rare et que on a une utilité et une demande qui aujourd'hui est clairement exponentielle avec tout l'écosystème crypto, et plus spécifiquement aujourd'hui lié à la DeFi, donc si on a une demande qui continue d'augmenter avec un développement qui reste encore tout aussi important, mais qu'on diminue le nombre d'Ethers qui seraient mis en circulation, et qu'en plus de ça on rajoute un token burn, forcément pour moi c'est synonyme aussi d'augmentation de valeur sur le long terme. Donc c'est quelque chose aussi qui est pour moi extrêmement important à avoir en tête, surtout quand on veut investir dans le secteur des crypto-monnaies. Aujourd'hui, donc pour Cardano, il y a eu également aussi des problématiques que je ne vais pas forcément évoquer dans cette vidéo, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo, Cardano va lancer son écosystème lié notamment au smart contract, donc au contrat intelligent. Je vous en avais parlé un petit peu plus tôt, mais c'est notamment avec la mise à jour qui s'appelle Goguen, et on vient juste de terminer celle qui s'appelle Shelley, qui était notamment celle liée à la décentralisation. Donc ça, pareil, c'est une période qui est charnière, qui est une période clé aujourd'hui pour tout l'écosystème de Cardano, et qui, à mon avis, est reflétée aujourd'hui, on le voit dans le prix. Ça a extrêmement augmenté ces derniers temps, donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose de positif à avoir en tête. Quand on parle d'Ethereum, c'est important d'avoir les caractéristiques qui sont liées à cet écosystème. On sait qu'aujourd'hui, l'écosystème Ethereum, par exemple, c'est clairement aujourd'hui le plus gros juste dessous Bitcoin. En termes d'adoption, etc., on a aujourd'hui une innovation qui est énorme et qui continue de perdurer avec le temps avec Ethereum. C'est aujourd'hui l'écosystème sur lequel on va s'intéresser rapidement après s'être intéressé notamment à Bitcoin. C'est vrai que Bitcoin, c'est
j'ai envie de dire, le projet dont tout le monde a déjà entendu parler, mais après, une fois qu'on a déjà investi dans Bitcoin, qu'on sait un petit peu comment ça fonctionne, on va commencer à s'intéresser aux coins qui commencent à être un petit peu plus bas sur CoinMarketCap. Et le deuxième qui arrive, qui est là depuis maintenant très longtemps, c'est Ethereum. Donc forcément, on a tout un tas d'innovations qui ont été faites là-dedans, avec, comme je vous l'ai déjà évoqué, les smart contracts, les applications décentralisées, et rien que pour vraiment comprendre l'écosystème crypto et la direction dans laquelle on va se diriger, on est forcément obligé de se plonger dans l'écosystème d'Ethereum. Donc il y a également aussi toute une confiance qui a pu être créée avec Ethereum, avec notamment toute l'innovation qui a pu être faite ces derniers temps. Il y a également aussi un track record. Ça fait maintenant plusieurs années qu'ils sont sur l'écosystème. C'est pas un coin qui est là comme ça depuis 3 mois et puis qui dit c'est bon, je vais tout révolutionner. Bah non, il a déjà connu des cycles. Il y a déjà eu en effet des problématiques liées à l'adoption de cet écosystème, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a de la demande, parce qu'il y a une utilité aussi à ce token-là. Et donc aujourd'hui, en effet, quand on veut investir dans le secteur des crypto-monnaies, on connaît Bitcoin et puis principalement on investit aussi dans l'Ether. Il y a également aussi énormément de partenariats. Quand on parle d'Ethereum, on parle aussi de tout un tas de partenariats qui existent. Bon, je vais en citer quelques-uns. On va prendre par exemple, il y a Intel, il y a eu AMD, il y a Samsung, il y a Microsoft, il y a Dell, ING. Bref, il y en a énormément, il y a des très grosses boîtes et ça continue en fait d'augmenter avec le temps. Il y a notamment une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir retrouver ça qui s'appelle Ethereum Alliance. Et en fait, ça s'appelle l'Alliance Ethereum. Et en fait, c'est tous les rapprochements qu'on peut faire aujourd'hui avec les entreprises qui veulent essayer de se développer et créer des applications sur la blockchain Ethereum. Donc c'est pour vraiment faciliter les liens qui peuvent exister et la proximité qui peut exister entre les entreprises et puis finalement Ethereum. Donc voilà, ça pour moi c'est fondamental et c'est indéniable, je veux dire c'est des faits aujourd'hui, les partenaires, la confiance et l'écosystème aujourd'hui Ethereum est bien plus important qu'on peut retrouver par exemple sur Cardano. Ce qui est important à avoir en tête aussi, c'est que quand on va parler d'écosystème et plus principalement de protocole, on va parler aussi d'effet réseau ou de loi de Metcalfe. On ne va pas valoriser une entreprise de la même manière qu'on va valoriser un protocole. Et bon, il y a plusieurs manières de valoriser un protocole, de donner une valeur à ce protocole-là. Et une d'entre elles, qui est plus communément utilisée et très souvent utilisée, c'est notamment la loi de Metcalfe. Donc je vous laisserai jeter un coup d'œil sur ce qu'est la loi de Metcalfe. Mais en gros, plus on va avoir d'utilisateurs qui vont utiliser ce protocole-là, plus ça veut dire qu'il y a de la demande, qu'il y a de l'utilité, qu'il y a de l'engouement, et donc plus ce protocole-là va avoir de la valeur. Et aujourd'hui, en l'occurrence, celui qui a l'effet réseau le plus important, derrière Bitcoin principalement, ça va être Ethereum. C'est pas Cardano, c'est pas Polkadot, c'est pas Cosmos, c'est Ethereum à l'heure actuelle et ça c'est un fait. Ensuite on a plus de 200 millions de portefeuilles qui possèdent aujourd'hui des Ethers, ce qui est également aussi très important. Et on a une liquidité sur l'écosystème d'Ethereum et notamment sur de l'Ether qui est à peu près de 35 milliards à l'heure où je tourne cette vidéo, ce qui est important. Alors quand on le compare à la finance de manière générale, c'est peu. Par contre, quand on le prend en compte dans l'écosystème crypto, ça reste quand même très intéressant. Ensuite, je voulais parler de ce qu'on appelle en anglais le First Mover Advantage, le fait qu'on ait lancé en premier un écosystème. Ça, c'est extrêmement important et ça donne une avance considérable par rapport aux autres projets qui souhaiteraient se lancer sur ce même marché. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle par exemple de Bitcoin, c'est le premier à avoir lancé tout l'écosystème crypto. Donc il y a des personnes qui se sont énormément attachées à ce projet-là. Quand on entend parler de la crypto, on entend forcément parler de Bitcoin. Et pourquoi quand on entend des personnes qui vont dire « Ah bah voilà, moi j'ai trouvé un Bitcoin par exemple qui est plus scalable, qui a moins de frais, ou d'essayer de corriger en fait les problématiques qui font la une des journaux aujourd'hui quand on parle de Bitcoin. Pourquoi ça marche pas? Parce que même si le code aujourd'hui de Bitcoin, il est open source, tout le monde aujourd'hui pourrait lancer un Bitcoin, sauf que c'est pas parce que toi demain tu veux lancer ton propre Bitcoin que ça marchera. D'ailleurs à mon avis tout le monde va s'en foutre parce que ce qui fait aujourd'hui Bitcoin c'est pas juste son code, c'est pas en réalité tout ce qu'on peut voir sur les journaux, il y a aussi l'historique de Bitcoin, il y a aussi l'adoption qu'on a pu voir jusqu'à présent, on a aussi les entreprises qui aujourd'hui utilisent et qui souhaitent développer aujourd'hui des actions en fait sur le protocole Bitcoin. Bref,
la sécurité qu'on a pu avoir et puis les retours qu'on a pu avoir jusqu'à présent, en fait c'est tout ça en fait qui fait l'écosystème Bitcoin. C'est pas juste un prix, c'est pas juste un code, tout simplement, il y a aussi l'historique et tout ce qu'il y a autour. Et le fait d'avoir lancé cet écosystème en premier, donc d'avoir ce first mover advantage, le fait d'avoir commencé un écosystème en premier, en fait ça donne une période d'adaptation qui est beaucoup plus importante, un historique beaucoup plus important et un recul vis-à-vis de tout ce qui se passe aussi beaucoup plus important. Forcément, en tant qu'investisseur, quand on veut regarder en fait ce qui se passe dans l'écosystème crypto, une crypto qui est là, qui dit je serai le Bitcoin 2.0 meilleur avec une meilleure scalabilité, etc., mais qui est là depuis 2 semaines, en fait clairement ça ne nous rassure pas. On ne sait pas l'adoption, on ne sait pas l'utilité du projet, bref, tout ça c'est extrêmement important. Et c'est exactement la même chose avec Ethereum. Je veux dire, quand on s'intéresse aux applications décentralisées, aux smart contracts, forcément, le premier projet qui apparaît, c'est Ethereum, principalement. Je ne dis pas que les autres projets comme Cardano, comme Polkadot ou le reste, c'est pas intéressant, mais néanmoins, aujourd'hui, celui qui a une avance considérable vis-à-vis de tous les concurrents qui existent sur le marché, ça reste Ethereum. Et pour moi, le fait d'avoir cette first mover advantage, comme je l'ai déjà dit, c'est pour moi un atout qui est extrêmement important à avoir en tête. Et c'est à mon avis pas du tout à négliger. Donc d'un côté, on a aujourd'hui Ethereum qui a une bonne partie du marché auquel il essaye de s'attaquer. Aujourd'hui, c'est clairement le leader dans son écosystème. Mais de l'autre côté, on a aussi Cardano qui développe de plus en plus de partenariats avec de nouvelles proximités avec les entreprises. Et ça également aussi, c'est quelque chose de rassurant parce que avant tout, d'investir dans un token parce que le cours il augmente, il faut aussi voir l'adoption qu'il y a sur ce projet-là en question, s'il y a de l'engouement, s'il y a une utilité. Ça, pour moi, c'est également aussi quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête. Il y a également aussi, donc je sais que sur Cardano, ils ont une vision qui est extrêmement, je dirais, développée sur ce qu'ils souhaitent faire dans les années à venir. Ils ne veulent pas uniquement être une plateforme d'application décentralisée comme souhaite le faire Ethereum. Comme j'ai dit, ils veulent pousser notamment l'écosystème au maximum. Ils veulent également aussi développer tout ce qui va être les plateformes décentralisées, donc les DEX. Ils veulent créer au maximum aussi des applications plus spécifiques pour la finance décentralisée. Ils veulent également aussi créer leur propre oracle. Donc en fait, on n'utiliserait plus par exemple le Chainlink sur Cardano, mais on utiliserait carrément l'écosystème Cardano qui ferait tout. C'est-à-dire qu'il ferait Oracle, il ferait contrats intelligents, il permettrait en tout cas de faire des contrats intelligents, il permettrait de faire des applications décentralisées. Bref, il permettrait clairement de faire de tout. Et même selon Charles Hoskinson, il souhaiterait aussi permettre à Cardano de faire un côté, je dirais, réserve de valeur. Voilà. Donc en fait, il souhaiterait clairement faire un peu de tout. Et pour l'instant, en tout cas, on voit qu'il y a un engouement de la part de la communauté. Récemment, et je pense que vous l'avez vu, il y a une progression du cours qui est extrêmement important avec le hard fork qui s'appelle Marie, qui est arrivé le 1er mars et qui permet d'ajouter un changement radical en fait sur tout l'écosystème lié à Cardano et qui pour moi est une bonne chose aussi pour les années à venir. C'est important de noter aussi qu'une majorité aujourd'hui des ADA en circulation en fait sont directement bloqués dans des pools de staking, puisqu'aujourd'hui pour pouvoir valider les transactions, on ne le fait pas de la même manière sur Bitcoin que sur Cardano. Là on est vraiment sur du proof of stake sur Cardano. Donc pour pouvoir recevoir des récompenses de manière régulière, on met nos ADA dans des pools de staking et puis en réalité après tous les mois on va recevoir des récompenses pour valider les transactions. Donc ça c'est une manière un peu différente, mais en plus de ça, en plus qui est 72% à l'heure où je tourne cette vidéo de l'ensemble des ADA qui sont aujourd'hui bloqués dans des pools de staking, de l'autre côté on a eu aussi la mise en place et le développement et l'arrivée en fait d'une nouvelle mise à jour qui est Gaugen et qui est notamment celle liée au smart contract. Donc en fait il y a un peu toutes les étoiles qui s'alignent de la part de Cardano et qui est pour moi aussi quelque chose de très intéressant. Donc là pour terminer cette vidéo, je voulais quand même donner quelques conclusions et donner aussi mon point de vue là-dessus, puisque c'est ce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises. Donc pour moi Cardano ça reste un projet qui est extrêmement intéressant sur plein d'aspects. S'ils ont mis longtemps pour le développer, et comme le dit aujourd'hui Charles Hoskinson, si on veut développer quelque chose d'important, et si on a une vision qui est extrêmement élevée, qu'on a beaucoup d'ambition sur le projet, on ne peut pas le créer comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que Ethereum l'a lancé beaucoup plus vite, et puis après, il y a eu une adoption, et puis ils essayent en fait de faire progresser l'écosystème au fur et à mesure que les problèmes arrivent.
L'avantage qu'a aussi Cardano et puis tous les concurrents en fait d'Ethereum, c'est qu'ils peuvent voir en fait ce qui fonctionne pas avec Ethereum et puis de prendre du recul et de se dire bah tiens là ça a foiré, moi je vais prendre du recul et puis je vais essayer de l'implémenter pour éviter que j'ai la même problématique par la suite. Donc ça pour moi c'est quelque chose d'important et en fait ils peuvent apprendre, aujourd'hui Cardano a la possibilité d'apprendre des erreurs qui sont faites aujourd'hui sur Ethereum. Donc pour moi c'est une alternative qui est intéressante, qui peut être viable sur le long terme par rapport à Ethereum. En plus de ça, ce qui est important de noter, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, Ethereum, par contre, ça fait maintenant plus de 5 ans que ça existe. Il y a quand même un écosystème qui est extrêmement important. La majorité des applications décentralisées aujourd'hui, c'est sur Ethereum. Ils ont également aussi beaucoup plus de développeurs. Ils ont également aussi le First Mover Advantage. C'est le premier écosystème qui a lancé vraiment tout ce qui est lié aux applications décentralisées et puis aux contrats intelligents. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement important qu'il faut avoir en tête. Et donc, si aujourd'hui, vous vous dites bah je mets tout sur Cardano parce que c'est l'avenir, voilà, vous avez fait vos devoirs, vous avez analysé le projet et c'est votre décision. Et aujourd'hui, ça me paraît extrêmement compliqué en fait de parier à 100% sur, je dirais, un échec d'Ethereum ou 100% d'une réussite sur Ethereum. À titre personnel, par exemple, je sais que la majorité de mon portefeuille, c'est plutôt sur Bitcoin, Ethereum, mais après, je vais quand même essayer aussi de me protéger. C'est-à-dire que tant que Ethereum 2.0 n'est pas encore arrivé, et clairement aujourd'hui, on est dans de l'expérimental, ça n'a jamais encore été créé dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'est capable de dire « je suis sûr à 100% qu'Ethereum, par exemple, va réussir » ou « je suis sûr à 100% qu'Ethereum va échouer ». C'est très compliqué de le faire, et d'ailleurs, souvent, ceux qui le font, c'est parce que voilà, ils ont quand même investi sans doute beaucoup d'argent et ils ont tout intérêt à ce que leurs tokens prennent en valeur. Mais au-delà de ça, on n'est pas en train de supporter une équipe de foot, quoi. C'est vraiment ça. On n'est pas sur un match. On n'a pas tous notre maillot en train de dire cette équipe-là elle est meilleure ou non. On essaie de prendre du recul vis-à-vis de ce qui se passe et d'essayer de se protéger. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que je considère que j'ai pas la science infuse, je peux me tromper, on ne sait pas ce qui peut se passer et que si vous mettez tous vos œufs dans le même panier comme à chaque fois, en réalité, vous pouvez prendre des mauvaises décisions et c'est normal. On a aujourd'hui, on peut être biaisé sur tout un tas d'aspects. Et ne pensez pas avoir la réponse parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes, à mon avis, qui se posent les mêmes questions que nous. Et moi, en tout cas, la réponse que j'ai trouvée là-dessus, c'est d'essayer de me protéger. De me protéger sur plusieurs aspects, c'est-à-dire que Bitcoin, Ethereum, aujourd'hui, en effet, c'est ceux qui sont les projets les plus connus, les plus médiatisés, qui ont une adoption la plus importante, la loi de Metcalfe la plus élevée, donc ça peut être intéressant de mettre des billes là-dessus. Cardano, ça me semble aussi intéressant de faire quelque chose, en tout cas de ne pas l'ignorer. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai une partie aussi de mon portefeuille qui se situe sur Cardano, j'ai aussi une partie sur Polkadot, mais une partie qui va être beaucoup plus infime que celle que je peux avoir sur l'Ether. Parce que, encore une fois, on ne parle pas des mêmes protocoles, on ne parle pas des mêmes projets, et tous les projets n'ont pas les mêmes risques. Et derrière, je vois beaucoup trop de débutants qui vont simplement comparer, par exemple, le coût d'un token et de dire, aujourd'hui, ADA, c'est $1, Ether, ça vaut $1600, j'ai $1600 à investir, je peux avoir 1600 ADA ou je peux avoir un Ether. Je vais prendre 1600 ADA. Il ne faut absolument pas réagir de cette manière-là, il faut vraiment regarder en termes d'adoption, en termes de développeurs, etc. Et faire en fait tout simplement son travail, quoi. Il n'y a pas de miracle, il n'y a surtout pas de coup sûr. Personne n'est capable de vous dire à coup sûr c'est ça qui va se passer, et je vois beaucoup trop de personnes en fait en réalité qui sont là-dedans. Et c'est vrai que par exemple avec Mickaël, vous savez on est deux à travailler sur la chaîne, donc Mickaël lui il a une bonne partie de son portefeuille qui est vraiment sur l'Ether, et pour lui il considère que c'est vraiment l'écosystème qui va le plus se développer, et voilà, c'est quelque chose auquel il croit. Moi, j'essaie de me protéger dans le sens où je me dis, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, tant que la transition d'Ethereum 1.0 à 2.0 n'a pas vraiment été faite, et ça pourra prendre même plusieurs années. C'est possible qu'il y ait un échec, c'est possible que ça réussisse. Si par contre ça réussit, là, je pense que les concurrents d'Ethereum, à mon avis, auront beaucoup de difficultés à s'en remettre, puisque en fait, toutes les problématiques qui sont levées aujourd'hui pour Ethereum, liées à la scalabilité, peut-être à la décentralisation, aux frais également qu'on peut avoir, à la sécurité aussi du protocole, en réalité, tout ça, ça pourrait être levé si vraiment, d'un point de vue théorique, ce qui se passerait sur Ethereum 2.0, on pourrait l'appliquer par la suite d'un point de vue vraiment pratique. Donc si vraiment cette transition-là, elle se fait correctement, à mon avis, ça sera très compliqué pour les concurrents. Mais en attendant, vu qu'on ne sait clairement pas ce qui va se passer, d'un point de vue personnel, en tout cas, je me protège, c'est-à-dire que j'ai
une majorité de mon portefeuille en BTC, j'en ai également aussi une partie en Ether, et j'en ai également en plus petite partie sur de l'ADA, sur du DOT, donc Cardano, Polkadot, Ether principalement. Et puis après on verra, le marché est amené aussi à évoluer, et je pense qu'il ne faut pas être biaisé et cloisonné en fait sur une vision qu'on pourrait avoir qui ne serait peut-être pas la réalité du marché. Je pense qu'aussi il faut remettre les pendules à l'heure sur certains aspects, de penser que on n'a pas la science infuse, qu'on ne peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait, et qu'à un moment donné, c'est pas vous qui avez raison, c'est pas moi qui ai raison, c'est le marché. Le marché a toujours raison. Il y en a beaucoup qui se disent oui, mais le marché aujourd'hui, il considère, le marché a tort, moi j'ai raison, je connais le fondamental, j'ai analysé le projet, c'est impossible que celui-là réussisse, etc. Il n'y a aucune certitude à avoir, et surtout pas dans le marché de la crypto-monnaie. Ça fait des années, nous, qu'on est dedans. Voilà, on s'est cassé les dents sur plein d'aspects, et un gros problème qu'on retrouve auprès des débutants, c'est vraiment le côté d'avoir des certitudes, quoi. Il n'y a aucune certitude là-dedans. Même dans l'investissement, de manière générale, il n'y a vraiment aucune certitude, et encore moins là dans le secteur des crypto-monnaies, parce que c'est quelque chose de tellement nouveau que c'est impossible de savoir ça. Donc il faut vraiment que vous arriviez à avoir du recul vis-à-vis de ce que vous faites. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir un peu ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire, et puis si c'est pas le cas, donnez-moi votre retour dans la section commentaires. En effet, si selon vous, c'est plutôt intéressant d'avoir aujourd'hui une partie de son portefeuille allouée sur ADA, ou d'avoir par exemple 100% de l'Ether ou 100% de l'ADA. À chaque fois, l'idée c'est d'avoir un commentaire qui soit construit avec éventuellement ses avantages, ses inconvénients, etc. Je pense que ça peut être intéressant de débattre là-dessus dans la section commentaires. Vous me direz également et vous me donnerez votre retour sur ce nouveau format, le fait que je montre mon visage, le fait que j'échange en face caméra, que je prépare pas forcément, enfin j'ai des lignes directrices sur ce que je vais vous dire, mais j'ai pas de script, et j'essaye de le présenter de cette manière-là, parce que je trouve que ça rend l'échange quand même un peu plus naturel, un peu plus humain, et je pense que c'est un format que vous allez un peu plus apprécier, mais j'aimerais quand même avoir votre retour là-dessus, si je dois continuer de faire des vidéos de cette manière-là, ou si vous préférez la manière où on ne montrait pas forcément notre visage, et où on parlait peut-être devant un écran tout simplement. C'était peut-être ça que vous préférez. Donc j'attends vraiment votre retour dans la section commentaires. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies mais qui ne savent pas par où commencer, je vous mets également aussi dans la description de la vidéo notre guide totalement offert, dans lequel on vous explique tout, éventuellement comment trouver des projets, comment commencer à investir dans le secteur des crypto-monnaies, les pièges à éviter, etc. Bref, n'hésitez pas à le télécharger, ça vous fera gagner à mon avis pas mal de temps. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!